Allez, on va soulever le rideau sur la logique qui se cache derrière quasiment chaque découverte scientifique. Comment les chercheurs séparent-ils une vraie trouvaille d'un simple coup du hasard? Eh bien, c'est tout le rôle des tests statistiques et on va décortiquer ensemble comment ça marche. C'est vraiment la question fondamentale. Quand une équipe de scientifiques observe quelque chose d'intéressant, un nouveau traitement qui semble fonctionner par exemple, comment être sûr que c'est bien réel et pas juste un coup de chance, une simple coïncidence? En fait, on peut voir tout ce processus comme une sorte d'enquête de détective. Et comme dans toute bonne enquête, pour ne pas accuser un innocent ou tirer des conclusions trop vite, il faut une méthode, une procédure hyper rigoureuse pour évaluer les preuves. Toute investigation sérieuse commence par là. La toute première étape, c'est de poser le décor. Et ce décor, c'est un duel. On formule très clairement deux explications possibles, deux histoires qui s'affrontent pour expliquer ce qu'on observe. En statistique, ce duel est très formel. Au cœur de la méthode, on a toujours ces deux théories qui s'opposent. D'un côté, on a l'hypothèse qui représente la situation actuelle, le statu quo, et de l'autre, l'hypothèse qui porte la nouvelle idée, celle qu'on cherche à prouver. La première combattante dans ce duel, c'est l'hypothèse nulle, qu'on note H0, c'est en quelque sorte la position par défaut. On peut la voir comme la présomption d'innocence du monde scientifique. Elle part du principe qu'il ne se passe rien de spécial, que le traitement n'a pas d'effet, et que tout ce qu'on observe, c'est juste le fruit du hasard. Et juste en face, on a sa rivale, l'hypothèse alternative ou H1. Elle, c'est l'affirmation audacieuse. C'est la nouvelle théorie qui dit non, il se passe vraiment quelque chose, il y a une vraie différence. L'hypothèse nulle est donc considérée comme vraie au départ, et c'est à l'hypothèse alternative d'apporter des preuves suffisamment solides pour la renverser. Bon, maintenant que notre duel est en place, il faut définir les règles du jeu. Et ça, c'est une étape absolument cruciale. On doit décider du niveau de preuve qu'on va exiger avant même de commencer à regarder les données. C'est une règle d'or. Pour que l'enquête soit la plus objective possible, il est indispensable de fixer cette ligne dans le sable, un critère de décision clair et défini à l'avance. En statistique, cette ligne s'appelle le seuil de signification, et on le note souvent alpha. Et alors, ce fameux seuil, dans la très grande majorité des domaines scientifiques, que ce soit en médecine, en psycho, en économie, il est presque universellement fixé à 5%, soit 0,05. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce 5%? En fait, ça représente le risque maximal qu'on accepte de prendre de se tromper en concluant qu'il y a un effet, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. C'est notre seuil de doute raisonnable. Si un résultat a moins de 5% de chance de se produire par pur hasard, on considère qu'il est suffisamment surprenant pour qu'on commence à douter sérieusement du statu quo. L'enquête avance, les hypothèses sont posées, les règles du jeu sont fixées, il est maintenant temps d'analyser la pièce à conviction principale. Et cette preuve, elle se résume souvent à une seule et unique valeur, calculée à partir des données, la fameuse p-value. La p-value, elle répond à une question très précise, un peu contre-intuitive au début. La question est, si on part du principe que l'hypothèse nulle est vraie, donc que rien ne se passe, quelle est la probabilité d'observer des données comme celles qu'on a, ou même encore plus extrêmes? L'interprétation est donc assez simple. Plus la p-value est petite, plus nos résultats sont surprenants, voire carrément bizarres si on s'en tient à l'idée qu'il n'y a pas d'effet réel. Une toute petite p-value est donc une preuve forte contre l'hypothèse nulle. Et voilà, on arrive au moment de vérité, le point culminant de notre enquête. On a notre preuve en main, la p-value. Et on a notre règle du jeu, le seuil de 5%. Le moment est venu de les confronter pour rendre un verdict. La règle de décision, au final, est d'une simplicité désarmante. On calcule notre p-value. On la compare à notre seuil de 0,05. Si la p-value est plus petite que 0,05, la preuve est jugée suffisamment forte. On rejette l'hypothèse nulle. Si elle est supérieure ou égale, on considère que les preuves sont trop faibles pour l'écarter. Mais attention, un verdict statistique, ce n'est pas une vérité absolue gravée dans le marbre. Ce processus est conçu pour gérer l'incertitude, pas pour l'éliminer complètement. Et donc, il y a toujours un risque de se tromper. Le problème, c'est qu'il y a la réalité d'un côté, qu'on ne connaît jamais à 100%, et notre décision statistique de l'autre. En croisant les deux, on se retrouve avec 4 scénarios possibles. 2 où notre décision est correcte, et 2 où l'on commet une erreur. La première erreur possible, c'est l'erreur de type I, ou le faux positif. C'est quand on crie « Eureka » alors qu'en fait, il n'y avait rien à trouver. L'autre erreur, c'est le type 2, le faux négatif. Là, c'est l'inverse. Un effet réel existe, mais notre test n'a pas été assez sensible pour le détecter. On est passé à côté. Et c'est là que ça devient compliqué. Comme le montre cette balance, si on essaie à tout prix d'éviter les faux positifs en fixant un seuil de preuve très exigeant, on augmente mécaniquement le risque de passer à côté d'un vrai effet.
C'est un équilibre permanent et délicat à trouver. Alors là, un point absolument essentiel à retenir. Rejeter l'hypothèse nulle, ça nous dit qu'il y a une association, une corrélation qui n'est probablement pas due au hasard. Mais ça ne prouve jamais, au grand jamais, une relation de cause à effet. C'est sans doute l'erreur d'interprétation la plus fréquente. Alors, face à tous ces risques et ces nuances, comment peut-on faire pour rendre notre enquête plus solide et nos conclusions plus fiables ? Eh bien, l'arme secrète pour un verdict plus robuste est assez simple en théorie, il faut plus de preuves. Augmenter la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes ou d'observations, est la meilleure façon de réduire le risque d'erreur et de rendre le test plus puissant, plus apte à détecter un effet réel quand il existe. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif de toute cette démarche n'est pas d'atteindre une certitude absolue. C'est impossible. Le but, c'est de disposer d'un cadre, d'un système rigoureux et transparent pour prendre les meilleures décisions possibles quand on doit naviguer dans le brouillard de l'incertitude. Voilà, maintenant les règles de cette enquête statistique sont, je l'espère, un peu plus claires. La prochaine fois qu'on lira ou entendra une affirmation scientifiquement prouvée, on aura peut-être un regard un peu plus critique et plus affûté.